Samuel Joseph Scott, 15 ans, est le premier à perdre la vie sur le Titanic. 17 personnes trouveront la mort sur les deux chantiers. L'entreprise entre dans une période faste. Plus de 3000 ouvriers supplémentaires sont engagés. La masse salariale atteint un record pour l'époque, 25 000 livres par semaine, l'équivalent de 2,5 millions d'euros actuels. Pour Lord Pirrie, l'efficacité est le maître mot. Il a organisé le fonctionnement de ses chantiers navals en s'inspirant de la production de masse inventée aux États-Unis. Il génère sa propre électricité sur site et inaugure le concept des 3-8. La construction du Titanic et de l'Olympique se poursuit jour et nuit. Alors qu'à l'extérieur, la coque des navires s'élève sous les portiques, les travaux continuent à l'intérieur sur le système de propulsion. Alfie Cunningham commence à travailler sur les chaufferies du Titanic. Ce sont elles qui produiront l'énergie qui alimentera les moteurs, ce qu'on appelle les machines. Recule-toi, mon garçon. Continuez, c'est bon. Il y aura au total 29 chaufferies, chacune reliée à 6 chaudières. Elles consommeront 800 tonnes de charbon par jour et produiront 30 000 chevaux vapeur pour les deux machines principales. Enlevez les chaînes. À côté des chaufferies, les ouvriers qui les construisent semblent minuscules. Le Titanic est conçu pour être efficace et rapide. La vapeur en excès sera dirigée vers un troisième moteur, une turbine basse pression qui pourra augmenter la puissance du navire de plus de 50%. Toute cette énergie servira à actionner les 3 gigantesques hélices en bronze et manganèse. Une de 22 tonnes au centre et 2 autres de 38 tonnes chacune, mesurant 4 fois la taille d'un homme. Ce sont ces hélices qui doivent propulser le Titanic sur les vagues de l'Atlantique. Mais pour cela, il faudra encore attendre 2 ans. D'abord, il reste à régler certaines difficultés techniques. Quand elles seront achevées, les machines et les chaufferies seront trop lourdes pour être hissées par les grues du chantier naval. Lord Pirrie a donc fait venir une grue flottante par bateau en provenance d'Allemagne pour 30 000 livres. C'est la plus grande de ce type au monde. Elle peut soulever 250 tonnes avec une portée de plus de 45 mètres. Elle est assemblée à Belfast, sous la supervision de ses concepteurs allemands. Mais au fil du temps, les protestations sont de plus en plus vives. Et moi je te dis, pauvre cloche, qu'avant de nous faire monter là-haut, tu peux toujours siffler. Les hommes de Belfast se méfient des Allemands. Les gars pensent que c'est trop dangereux là-haut. Nous on monte pas. Ils ne veulent pas monter. Leur façon de voir, c'est que elle est allemande, cette grue. Non. Ils se brisent le cou eux-mêmes. Pas pigé. Les nôtres sont convaincus que ce sont des espions. Ils sont venus voler les secrets de nos paquebots pour les vendre à nos rivaux. Des clous, je te répète. Nul n'est plus indiqué que le chef dessinateur, Roderick Chisholm, pour apaiser les tensions. Son éloquence lui vaudra même une place à bord du Titanic. Roddy Chisholm a su gravir les échelons après avoir commencé sa carrière dans les ateliers. C'est un homme affable, mieux encore, il parle allemand. C'est une question de fierté nationale. Les Allemands acceptent de monter la grue eux-mêmes. Pour les jeunes ouvriers, c'est une période intense. Le patriotisme et la religion enflamment les esprits. Alfie n'a pas adhéré à l'ordre d'Orange. Il est trop occupé par ses études. Mais il comprend bien l'orgueil ressenti par les orangistes. Tout se passe bien, Alfie? Oui, très bien, Monsieur Frost. Brave petit. Lui aussi est fier du Titanic. C'est le jour du lancement de l'Olympique. Lord Pirrie déteste voir ses ouvriers les bras croisés. Ceux qui veulent assister au spectacle doivent renoncer à leur salaire. Alfie! Qu'est-ce que tu fiches là? Alors, tu viens pas voir?
Voir quoi? Bah tu sais bien, dans 5 minutes, viens, maille-toi. Tu veux que je perde la moitié d'une journée de salaire rien que pour regarder un rafiot faire plouf dans l'eau? T'as l'air d'oublier que c'est mon navire, Alfie. Ouais, et moi j'essaye de finir le mien au cas où tu l'ignorerais. T'es un crétin, Cunningham. Un vrai crétin. Aujourd'hui, l'Olympique est sous le feu des projecteurs. C'est le premier des nouveaux grands paquebots à être lancé. Il est même peint en blanc pour être plus photogénique. La grue flottante qui doit mettre la touche finale au navire est prête. Mais un drapeau allemand a été hissé tout en haut, ce qui n'est pas du goût des ouvriers de Belfast. Monsieur Chisholm, ce drapeau est une insulte pour nous tous. Ces Allemands, ils nous cherchent, ils nous provoquent. Meine Freunde, die Männer unten feiern eure unglaubliche Leistung. Euer Mut und euer Geschick sind uns allen ein Beispiel. Vielen Dank. Dites-leur de descendre leur torchon et qu'ils se maillent ou ils mettront en pièces. Kommt herunter, wir wollen auf die Zukunft unserer Länder anstoßen. Schmeicheln uns, Herr Chisholm. Sagen Sie Ihren Männern, dass Sie ein Haufen von Bettlästern sind. Aber wir werden auch runterkommen, um ein Bier mit Ihnen zu trinken. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent, Monsieur Chisholm? Ils se confondent en excuses pour leur grossièreté. Ils veulent boire un coup à votre santé. Les Allemands acceptent de descendre leur drapeau pour le remplacer par l'Union Jack, le drapeau britannique, et de confier leur grue aux Irlandais. Bientôt, ces hommes seront vraiment en guerre, mais pour l'instant, leur rapport reste pacifique. Six jours par semaine, le vacarme des chantiers navals résonne dans Belfast. Mais le dimanche, tout s'arrête et les hommes viennent faire admirer leur travail à leur famille. Ça, c'est une cheminée ou je m'y connais pas? Un wagon de tramway pourrait tenir dedans. Tu imagines un peu la taille de la machine qu'on me demande de construire? Et on a besoin d'une cheminée aussi colossale pour évacuer la fumée. Tout est prêt pour les grands débuts du Titanic. C'est le jour de la première mise à flot. Et l'heure de mettre les conflits de côté. Alors, pourquoi t'es là? Ah, sûr qu'ils m'ont seulement envoyé pour enlever les étais du Titanic? Ils travaillent sur notre bateau maintenant, après nous avoir tellement répété que c'est que le deuxième. Ouais, et ça risque d'être permanent, mon garçon. L'Olympique fait son voyage d'essai cet après-midi. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, au boulot. Ouais, mais fais bien attention surtout. Et t'amuse pas à chahuter là-dessous. Ouais, je serai prudent. Ça y est, vous êtes prêts? Vous allez où, comme ça? On va faire le voyage et en première classe. Comment? On ira à fond de cale après. On nous a choisis pour enrouler les câbles. Ça, c'est pas juste. Non, c'est très injuste. Peary et Ismay font une dernière inspection. Même sans les machines et les équipements internes, la coque pèse déjà 24 000 tonnes. À mesure que les étais sont enlevés, le Titanic se pose de tout son poids sur le berre, la charpente qui servira à son lancement. Sur la plateforme des opérations se trouve le capitaine Edward G. Smith, qui sera aux commandes de l'Olympique et du Titanic. 10 minutes avant la mise à l'eau, un drapeau rouge est hissé pour avertir les autres bateaux de rester à l'écart. Le Titanic est désormais bien installé sur la rampe enduite de 20 tonnes de savon liquide et d'huile de baleine. Son poids exerce une pression de plus de 2 tonnes par centimètre carré. Seules 2 détentes hydrauliques le maintiennent en place. Il n'y aura aucune bouteille de champagne, aucune cérémonie de baptême. Ce n'est pas le style de la White Star. Quelques mots suffiront. Tommy? Larguez les amarres!
Quand il pénètre dans l'eau en provoquant à peine quelques remous, le Titanic avance déjà à 12 nœuds. Bravo, un ciel réussi, oh, magnifique. Seules les chaînes d'ancrage qui traînent derrière et pèsent au total 160 tonnes pourraient l'arrêter. Il a fallu 62 secondes pour mettre le Titanic à flot.